All right. Alors bonjour à tous, bienvenue à notre chiour de Halacha, juste après Shavuot. Alors mes chers amis, on a une là très très intéressante, je vais vous la montrer dans les mots. On est en train de parler d'un couple qui est connu, c'est une vraie histoire qui s'est passée en Eretz Israël. C'est un couple qui s'appelle les Nachmani. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils souffraient malheureusement d'infertilité. Ils ont attendu des années et finalement ils ont essayé les traitements connus comme IVM, IVF. Et finalement, ils ont pu. La madame, elle a eu un problème grave. Elle a eu une opération qui vraiment crée vraiment une incapacité pour elle d'être vraiment un réceptacle pour tenir un bébé de manière naturelle. Et donc, ils ont dû aller pour ce qu'on appelle une fécondation in vitro. Ou basically, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent de la semence de l'homme et ils prennent certains œufs de la femme, ils les font féconder en laboratoire. Et une fois que la fécondation elle prend et que c'est bon, il recrée bien sûr l'environnement idéal en laboratoire. Là, il replace ça dans la matrice. Alors la situation elle est comme ça. Je vais vous la montrer dans les mots. Regardez ici. Donnez-moi juste un instant. J'ai fermé ma fenêtre par accident. Je vais la réouvrir tout de suite. Où elle est ma fenêtre? Elle est juste ici. Alors regardez ici. Je vais vous lire la là. On va la lire ensemble. OK? Alors, regardez ça. C'est intéressant comme comment c'est écrit. Here we go. Alors, donnez-moi un instant. Je m'excuse. Je remonte juste en haut. Voilà. Alors, regardez ça. Euh, donc, ils ont fait la fécondation in vitro, tout s'est bien passé, tout ça. Et Benataim, Beneazog Garshu, ils ont divorcé malheureusement. Abba Anissa Lisha Heret, le mari, donc qui était avec sa première femme, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, il s'est marié avec une autre femme. Ve Afnol Laldo Mimenobat, il a même eu une fille de cette femme. Et Aisha Rishona, la première femme, Tav'a mi Ba'ala Bebet HaMishpat, elle est partie carrément au tribunal rabbinique. Elle lui a dit, écoute, les œufs ont été fécondés, ils sont au laboratoire. J'aimerais qu'on me les replace dans ma matrice et que je puisse avoir des enfants. Et lui, bien évidemment, il s'est opposé parce que ça n'intéressait pas d'avoir un enfant avec une femme qu'il avait divorcée. Donc toute la là, c'est qui est le propriétaire de ces fameux œufs fécondés qui peuvent donc être replacés dans une matrice. Et tout le Diyun, il s'est joué dans le Beddin, avec bien évidemment la cour et toutes sortes de choses. Alors c'est un petit peu ça qu'on va essayer de traiter ce soir. On va essayer de comprendre exactement est-ce qu'il y a une forme de propriété que l'être humain peut avoir sur son corps. On va voir aussi est-ce que cette propriété, elle peut s'étendre à des organes ou carrément des substances ou des choses externes qui vont donc être extraites du corps, comme par exemple du sang ou bien un organe quelconque qui veut donner en donation. Et on va voir est-ce qu'il y a une différence entre ce qui est rattaché au corps ou bien ce qui est externe au corps. Et bien évidemment, on va voir exactement comment le Bedin a terminé à statuer sur cette situation. Alors ça, c'est la grande question. Donc je répète encore une fois, un couple qui était marié, infertile, pas capable d'avoir des enfants. Baruch Hashem, avec la technologie présente, IVM, IVF, comme on appelle ces traitements, ils ont fait une fécondation qui a réussi avec succès donc en laboratoire. Mais en attendant, ils ont divorcé. Alors les œufs fécondés sont encore bons. On peut les garder un certain temps. Ils ont une manière de recréer la température et les conditions idéales comme si c'était dans la matrice. Et en général, ce qu'ils font, c'est que dès que la fécondation elle prend, ils les ramènent dans la matrice et la femme, elle peut donc. Et dans un cas, par exemple, où une madame, elle peut vraiment pas porter un enfant parce qu'elle n'a pas d'utérus, elle a aucune structure, comme ça peut arriver des fois. Il y a des femmes qui se font retirer l'utérus, des fois à cause de certaines complications, ou des fois c'est des choses qui sont nécessaires. Donc très souvent, ça peut arriver qu'on mette ça entre les mains d'une mère porteuse. Alors ça, c'est une autre chose, là, on va pas vraiment dealer avec ça aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui arrive. Alors, première des choses qu'on va aller voir, on va les passer rapidement parce que c'est une sougia qu'on a déjà faite il y a quelques-uns, quand on a fait le shiur sur les dons des organes. On va voir exactement c'est quoi le statut du corps d'un être humain. Est-ce qu'il y a une ba'alout? Est-ce qu'il y a un droit de propriété que l'être humain a sur son corps? On va voir les différentes chitotes qui existent. Il y en a trois principalement. Une fois qu'on va voir ça, on va rentrer plus dans le vif du sujet et voir exactement c'est quoi le statut de substance ou d'organe externe
donc, qui émanent et qui sont extraits d'un corps et qui sont plus rattachés au corps. Alors, on va commencer tout de suite avec notre première Sheela, qui est le propriétaire du corps d'un être humain. Alors, regardez ici, on va commencer avec une référence qui est rapportée ici, qui vient du Shulchan Aruch Harav. Alors, c'est un rav qui s'appelle Rabbi Shlomo Yosef Zavin. C'est un rav israélien qui habite en Eretz Israël. Il a écrit un livre, Mishpat Shiluk Lefi Halacha. Et là-bas, il ramène un, un Shulchan Aruch Harav. Donc, comme vous savez, le premier rabbi de Lubavitch, Rabbi Shneur Zalman Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui est l'auteur du Tanya et de plusieurs livres de Chassidut, il a écrit un Shulchan Aruch qui était complet. Malheureusement, ils ont perdu une grosse partie de ce Shulchan Aruch. Aujourd'hui, dans toutes les Beth Rabat que vous allez voir, c'est un livre qui... C'est un... C'est criminel de ne pas voir ce livre dans un Beth Rabat, tellement c'est un livre important. Et c'est un livre important de halakha en général. C'est-à-dire qu'il a un langage qui est très concis, qui est très précis. Alors là-bas, il écrit Assour le hakot et havero, il est interdit d'abuser physiquement, de frapper physiquement son prochain. Afilu hu noten lo reshut, le hakoto, même si jamais il te donne la permission de le tabasser. Pourquoi? Qui en la dame reshut al gufo klal le hakoto. Parce qu'un homme, il a aucune juridiction ou aucun droit de propriété sur son corps en général. Alors, le Rav Zavin, il dit, ben écoute, la Sheila, elle devient très simple dans ce cas-là. Koach ha'chaim shel guf ha'adam, eneno shelo shel ha'adam. Qu'on soit clair, la force, l'âme qui fait vivre un être humain n'est pas son droit de propriété. Donc, par voie de fait, il n'a aucune baloute et aucun droit sur son corps. Donc on a vu par exemple que, si vous vous rappelez dans les shiurim qu'on a fait sur le don d'organes, l'opinion qui disait qu'on ne peut pas donner des organes, elle est basée un petit peu sur ce principe que c'est pas possible de faire une chose pareille parce que c'est pas ton corps. Alors comment tu peux disposer de quelque chose qui ne t'appartient pas? Alors, il ramène encore une autre memra, il dit Imhu mocher, si un homme il donne, il vend au noten, ou bien carrément il donne, il fait un don, au memashken et basar gufo le haticha ve le katissa le mishéou, où il donne le droit de prélever n'importe quelle partie de son corps à qui que ce soit pour des raisons médicales, hareze keilu makne davar she'eno shelo. C'est comme s'il donne un droit d'acquisition à quelqu'un, mais pour quelque chose qui ne lui appartient pas. Chez En Hakinyan Nitfas Klal, il n'y a pas de Kinyan Bichlal. C'est-à-dire que le gars, il est en train de. C'est comme un voleur. Il est en train de prendre quelque chose qui ne lui appartient pas et d'en disposer alors qu'il n'est pas supposé faire ça. C'est bon? Alors, maintenant, comment est-ce que le Shulchan Aruch il sait ça? D'où il tient ce principe? Il faut emmener des preuves, parce que quand tu écris un psak halakha comme ça, avec toutes les implications que ça va suggérer, tu es mieux de bien t'armer parce que tu vas te faire bombarder par tous les rabbinim de la terre. Alors, la preuve, c'est une preuve très très fine. Regardez ça. C'est une preuve qui est rapportée dans une Gemara dans Sanhedrin. Alors, pour ceux qui vont vérifier, c'est le Daf Pedalet Amoud Bet. Regardez cette preuve. Ibaya Lehu, il demande dans la Gemara. Ben, un fils. Mahu Sheyakis Dam Leaviv. C'est quoi la halakha s'il veut par exemple faire une hakazat adam? Alors hakazat adam, ça s'appelle une saignée. C'est un procédé qu'on retrouve aujourd'hui, qui est utilisé vraiment rarement au niveau médical, mais c'était quelque chose qui était très populaire dans les temps antiques, dans le Moyen Âge et surtout dans les temps talmudiques. On faisait une saignée, donc on retirait une quantité de sang, et ça se faisait bien évidemment à travers une scission de l'épiderme, etc. Et donc on a une là, on sait qu'un fils, il a un kivud de Avaem, donc il doit respecter ses parents. Et on sait aussi que un fils qui est hovel, c'est-à-dire qui frappe ou qu'il agresse physiquement un de ses parents en créant un bleu, un bruise ou une ouverture ou une blessure quelconque, al pitora, il est hayav mita. Alors là, la sheila, c'est est-ce que le fils, il a le droit de faire une opération médicale qu'on appelle Hakazat Adam, où il devrait demander à un autre seigneur, comme on les appelle, un autre docteur ou une autre personne compétente, de faire la saignée à son père. Haïm adavar mutar ou assour bigal habala shehobel be'aviv. Donc, est-ce que c'est permis ou interdit à cause du fait qu'il va faire donc une blessure, il va créer donc une ouverture au niveau de la peau
extraire du sang, c'est pas évident. Alors, l'Agmara, elle a conclu, Pashto et Asafek les Héter, ils ont fini par dire que c'est moutard pour un fils de le faire. Et c'est quoi la raison du Héter? Mishum Refoua. Parce que c'est un traitement qui est nécessaire. Alors, regardez la preuve, c'est quoi? La preuve, ça va être très très fin. Je vais vous la lire après dans les mots. Mais la preuve, elle va être bâtie de la manière suivante. Pourquoi est-ce que le Talmud a besoin d'aller chercher une preuve et d'appuyer le éther sous prétexte d'un traitement médical qui est nécessaire? Si Bémet, le corps de papa, lui appartient, alors s'il lui appartient, il peut donner un éther à qui il veut de faire ce qu'il veut avec son corps, tant que c'est pour des raisons médicales. Mais on n'est pas obligé d'aller chercher la notion de traitement si Bémet, on avait un raisonnement beaucoup plus accessible et beaucoup plus universel qui dirait que eh ben, le corps, comme le corps de la personne lui appartient et qu'il a un leverage, une juridiction totale, donc un droit de propriété total, dans ce cas-là, il peut même donner la permission à quelqu'un, comme à son fils, de faire ce qu'il a à faire avec son corps. Et comme la Gemara n'est pas partie chercher ce raisonnement et ne s'est pas appuyée sur ce raisonnement, mais qu'elle a eu recours à l'idée d'aller justifier la saignée avec un traitement médical, c'est une preuve que le corps de la personne n'appartient pas à la personne. Est-ce que c'est clair, guys? Ouais. Je vais vous les relire dans les mots, ça va plus se clarifier. Regardez ici dans les mots. Alors regardez, on va relire le. Im nomar shekeshenoten lo reshut mutar lahbollo. Si on dit que s'il donne une permission à son fils, qu'il a le droit de l'endommager et donc de lui faire une opération X ou Y, mahi abaya be'akazat adam. C'est quoi le problème avec la saignée? Vela matzrichim at'am shel refoua. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin du prétexte ou de la raison de la refoua? Arebela vachi, sans ça, moutar. Pourquoi? Kevan shenoten lo reshut. Et donc, comme tu vois que la Gemara n'a même pas envisagé ou exploré cette avenue pour justifier la saignée du fils envers le père, c'est une preuve que quoi? Que la netina de reshut du père, ça vaut zéro. Si le père il donne la permission à un fils de l'endommager pour extraire du sang ou quoi que ce soit, il n'a pas le droit de faire ça. Parce que le corps ne lui appartient pas. La preuve, c'est que la Gemara a dû aller avoir recours à une raison qui est tout autre, qui est en rapport avec le traitement médical. Alors ça, c'est la première preuve. Une autre preuve que vous allez trouver dans le Rambam. Alors le Rambam, il écrit clairement là-bas. Regardez, je vais vous lire une halakha. On parle d'un cas où quelqu'un, il est chayav mita, il a besoin d'une. Donc on doit lui administrer une peine capitale. Et il y a une halakha qu'on ne peut pas prendre de paiement pour éviter la peine capitale. La peine capitale doit avoir lieu, c'est le psak halakha. Alors, si tous les critères seront contre pour pouvoir l'administrer, on devrait l'administrer. Alors, le Rambam, il écrit. Alors, ça, c'est où? Ilchod Rotseah. Donc, dans les lois de l'assassinat, Perek Aleph halakha dalet. Il écrit la chose suivante. Muzharim Beddin. Le Beddin doit porter une attention particulière. C'est-à-dire que si le Beddin ne respecte pas ça, si la cour rabbinique ne respecte pas cette instance, elle est en violation en termes de halakha. Shelo likach kofer mina rotseach, que tu n'as pas le droit de prendre de l'argent pour l'assassin pour lui éviter la peine de mort. Vafilu natan kol mamam shebaola, même s'il donne tout l'argent du monde. Afilu rotse goel adam les potro, même si le gars qui a un droit de vengeance, qu'on appelle le goel adam, dans un cas d'assassinat, il dit ok, je suis mohel vesoleach, ne l'exécutez pas. On n'a pas le droit de les écouter. Pourquoi? Chez en nafsho shel zeaneerag kinyan goel adam. Parce que le vengeur de la victime, il n'est pas propriétaire du corps de la personne. Le corps de la personne appartient à qui? Regardez les mots du Rambam. Et là, kinyan hakadosh baruchu. Le corps appartient à Hachem. Et d'ailleurs, il y a un fameux passouk dans Kohelet, Hachem Nathan, Hachem Lakach. Hachem a donné, faisant référence à la naissance. Hachem reprend, faisant référence au jour où on quitte ce monde. Donc on voit encore une fois la même approche. Le corps de la personne n'appartient pas à la personne. C'est un prêt qu'Hachem donne. Il y a un droit d'utilisation qui est très limité, mais c'est un prêt et tu peux pas en disposer comme tu as envie. Alors, encore une fois, si on va avec cette approche-là,
la semence de ce fameux monsieur de la famille Nahmani et les œufs, les ovaires de sa femme ne leur appartiennent pas. Alors si ça a été fécondé en laboratoire, et si jamais il y en a un qui veut les utiliser plus que l'autre, non seulement il y a un besoin de consentement, bien évidemment, mais ça devient toute une là. Est-ce que ça leur appartient tout béguenoued? Et d'après ce principe qu'on vient de voir, étant donné que le corps n'appartient pas à la personne, alors à le kol sheken, quand c'est des substances ou des mini-organes qui sont retirés du corps, ils devraient appartenir à personne non plus. All right. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant que j'avance? Tout va bien? Oui, Ok. alors, Alors, est-ce que quelqu'un oui, Hayab de Malkout? Chayav Bon, Malkout, qui ça? oui, Qui serait Chayav Malkout? alors, Hein? est-ce qu'ils vont les frapper? Qui veut, qui tu veux Si. frapper? Non, 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 si quelqu'un est Hayab de Malkout, ils vont les Oui, frapper, non? Alors, bien sûr, au Beddin, avait après un examen médical et tout, comme on connaît la halakha. Mais ok. pourquoi tu demandes ça maintenant? Il n'y a pas de cas de Malkout ici. Non, non, je sais, mais il peut avoir une coupure de l'épiderme. Alors, Excuse-moi, j'ai pas compris ta question. ouais. Est-ce qu'il peut avoir une coupure de la peau quand il le frappe? Encore une fois, je t'entends pas bien. Est-ce que quoi? Est-ce qu'il peut avoir une coupure de la peau quand il le frappe? Oui, bien sûr. Et ça, c'est le issour. Ahobel be'aviv chayav mita. Quelqu'un qui frappe un parent et qui crée, donc, mis à part le fait que lever la main, c'est un issour en tant que tel, Ouais, mais non, s'il a ça, je sais. créé un bleu ou une coupure ou quoi que ce soit, là, il est en problème. Et c'est pas un malkout, c'est chayav mita, ça. Ok. Ok. Alright. Alors, side point. Une question brillante du dernier Rabbi Lubavitch. Il dit, je comprends pas, c'est quoi ce haïdouche? L'Hachem haaretz umloa. La terre entière appartient à Hachem, les habitants, la végétation, le système solaire, les planètes, tout le cosmos. Mais c'est quoi cette là de dire que le corps appartient, n'appartient pas, c'est ridicule. La là devrait même pas commencer. La vérité, j'aurais jamais pensé à une question pareille, mais pensez-y, c'est une question qui a beaucoup de substance. Si on dit que tout appartient à Hachem, mais c'est quoi, pourquoi Bichlal, on commence une là par rapport au corps? Alors, je vais vous montrer la question, comment elle est posée, et une réponse très intéressante dont vous pouvez vous douter de l'approche. Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Alors, regardez ça ici. Alors, Katav Rabbi Melubavitch, le rabbi de Lubavitch, il écrit Lecha ora yeshle alen bedivrei Radbaz. Il faudrait vraiment réfléchir sur ce que le Radbaz a écrit. Alors, le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, grand posek Ashkenaz, grand posek séfarade, une sommité qui est rapportée par le Bess Yosef pratiquement à toutes les sauces. Et il a un livre qu'on appelle le Shut Radbaz, donc les responsables de Rabbi David Ben Zimra. Et là-bas, il va avec la même chita que le Rambam et avec la même chita que le Shulchan Aruch Harav. Et il dit que Pashut, le corps d'un être humain, ne lui appartient pas. Alors lui, il dit, le rabbi, il demande la question. Maï shena nefashot shemen kinyano shel HaKadosh Baruch Hu, misé shekol ha'olam kulo have kinyan HaKadosh Baruch Hu. C'est quoi la différence entre nefashot, donc les âmes, les corps, la vie d'une personne, qui est le kinyan, qui est l'acquisition d'Hachem, alors que toute la terre lui appartient, et tout le cosmos, tout l'univers et toutes les galaxies. Comme Shenemar, l'Hachem haaretz umloa. Et comme le Chinuch, il le rappelle, Hakol Bereshut Adon Hakol. Tout appartient à Hachem. Alors il donne une réponse brillante. Et il explique qu'il y a certaines choses, certes, qui appartiennent à Hachem et que tout lui appartient, mais il a donné un droit d'utilisation et dans certains cas un droit de propriété à l'être humain sur certaines choses. Alors par exemple, l'argent d'une personne, les possessions d'une personne, bien qu'elles viennent de la terre, bien que c'est des ressources qui sont transformées de l'état primaire, naturel, de manière soit industrielle ou artisanale, à des ressources qui sont, encore une fois, genre mutées et modifiées pour le bénéfice de l'être humain. Alors il explique que Hachem a donné un picadon, c'est-à-dire qu'il a donné comme un droit d'utilisation, comme un droit de gage
sur certaines choses à l'être humain, mais le corps ne fait pas partie de ça. Et le corps, c'est vraiment un prêt qu'Hachem donne, mais tu dois le rendre dans le même état qu'on te l'a donné. Donc c'est comme ça qu'il répond. C'est vrai que tout appartient à Hachem, mais il y a certaines choses sur lesquelles il nous a donné une forme de jeu, on va dire, pour pouvoir utiliser ces choses-là à bon escient et faciliter un petit peu la vie de l'être humain sur la planète. Alors, n'importe quelle possession, incluant l'argent, bien que Be'etzem, il n'y a rien qui peut exister sans Hachem et sans l'énergie qu'il infuse dans tous les objets qui existent sur la planète et dans l'univers en général, mais il y a certaines choses qu'il a données à l'être humain. Ça, on le voit dans Bereshit, quand il dit Peru Brou, Mil'u et Haaretz. Ok, donc vous êtes des conquérants, vous êtes l'espèce qui est la plus raffinée en termes spirituels, intellectuels pour comprendre la complexité de l'univers. Je vous ai donné même une forme de crainte que le règne animal va avoir envers vous. Et donc, il y a certaines choses que je vous laisse utiliser et pour lesquelles je vous donne un droit de propriété. Une autre preuve que vous voyez aussi, c'est dans Masechet Berachot. La Gemara, elle demande il y a deux psukim qui se contredisent. L'Hachem Haaretz Umloa sous-entend que tout appartient à Hachem, et c'est marqué dans le Hallel, Ve'aretz Natan Yivne Adam, qu'Hachem il a donné la terre à l'être humain. Donc c'est contradictoire. Réponse de la Gemara, avant la Beracha, après la Beracha. Avant que tu fasses une Beracha pour consommer un aliment quelconque, la Shama Aretzumloa. Quand tu fais la Beracha, Hashem, il te donne le droit de l'utiliser et il te crée custom-made une forme de droit de propriété là-dessus. Alors c'est un peu le même principe ici. Mais tout ça, encore une fois, ça va dans la même lignée. Alors, deuxième opinion maintenant, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec le corps d'une personne qui est le propriétaire ultime. Alors, je vous amène encore une fois dans nos références. On va aller voir une troisième opinion très intéressante. Alors, regardez ici. C'est un rave qui s'appelle Rabbi Shaul Israeli. Alors lui, il dit, j'ai une preuve dans le Talmud que l'être humain, il a certes pas un droit de propriété unique sur son corps, mais il est associé avec Akadosh Baruch Hu. Donc s'il est associé avec Akadosh Baruch Hu, il a une forme de jeu. Et on va voir exactement c'est quoi ce jeu qu'il a. Alors lui, il explique, donc regardez ici. Adam Wachen Be'alim al Gufo, il a une forme de droit de propriété partielle sur son corps vu qu'il est shoutaf avec Hachem. Racha ilimchol ala habala begufo, il aurait le droit donc de pardonner et d'être lenient sur une blessure ou sur une intervention chirurgicale qui peut donc créer des dommages au niveau du corps. Et là, chez Adam et Noah Be'alim ayahidi, mais c'est juste que l'homme, c'est pas le propriétaire unique de son corps. Et là, Afakadosh Baruch Hu shutaf imo be'ba'lut ala guf. Et donc, dans le Nefesh Adam, Yem Shne Shutafim. Il y a Hachem et il y a l'être humain. Alors, la preuve, c'est quoi, Rabotai? Alors, donnez-moi juste un instant, je vais essayer de vous la trouver. Euh, alors, donnez-moi un instant, je vais rien essayer de la revoir où elle est. Oui, elle est juste ici dans la même page. Alors, regardez ça ici. Hayotse midvarav, ce qui sort des paroles de ce Rav israéli, Habarlut shel haguf meshutefet lakadosh baruch hu vela adam. Donc il y a un partenariat entre Hachem et l'être humain. Velemaase matzinu lekach asmarta bedivra Gemara bekidushin. Et on voit qu'il y a une preuve dans la Gemara dans Kiddushin. Daf Lamed Amud Bet, page 30b. Là-bas c'est marqué Tanu Rabbanan, donc enseigné par nos sages. Shlosha shutafin hemba adam. Il y a trois associés pour la création de l'être humain et pour la naissance d'un être humain. Akadosh Baruch Hu, Aviv ve'imo. Et donc, si on va avec cette approche, c'est un nouveau calcul ici, où ce qui va en sortir, c'est la chose suivante. Alors, regardez ça, c'est intéressant. La première opinion, elle était catégorique. Tu n'es pas propriétaire du corps, tu ne peux pas en disposer comme tu veux. Il n'y a même pas de là, on commence même pas le cours. D'après ce Rav israéli, étant donné qu'il y a une chute foot, tu as un droit de propriété sur le corps, mais ce que tu n'as pas le droit, c'est de dilapider et de maltraiter le corps.
Donc, derer hashchata, une manière ou un use ou une utilisation destructrice du corps, ça tu peux pas. Mais si c'est pour des raisons médicales et que ça sauve une vie, etc., avec tous les cas particuliers qu'on peut trouver, alors là, le fait que l'être humain, il est choutaf, donc il a on va dire un partenariat avec Hachem, il a son mot à dire quelque part, et donc il pourrait disposer de son corps de manière positive, même s'il y a une opération, ouverture il y a, intervention chirurgicale qui crée des complications ou des blessures avec un certain risque, tant que c'est pas fait de manière destructrice, il aurait le droit de le faire. Alors, d'après ça, Rabotai, ça va donner des différences majeures en termes de halakha, ces deux approches. Parce que d'après une approche don d'organes, don sanguin, impossible de faire tout ça, d'après la première approche, vu que tu es en train de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas et tu essaies d'en disposer un peu n'importe comment. Alors que d'après la deuxième opinion, un cas de don d'organes, qui n'est pas, bien sûr, qui ne va pas mettre en danger le donneur et que c'est moins risqué. Un cas de don de semences, un cas de don de tout ça, les chaoras, ça serait permis parce que quelque part, c'est pas des hashrata. C'est pas fait d'une manière purement destructrice. Très souvent, c'est fait pour sauver la vie, soit d'autrui ou bien d'une personne de la famille, ou des fois même de sa propre personne. Et donc, ça serait permis. Au même titre que si jamais on retire un organe qui est endommagé et qu'on peut vivre sans, eh ben, on aurait le droit peut-être de disposer d'un organe et de le donner en donation quand c'est... D'ailleurs, c'est communément admis. Les dons d'organes doubles, poumons, reins, même le foie. Vous savez que le foie, il regrandit. On peut prendre un morceau de foie, le greffer, le transplanter chez quelqu'un. Le foie du donneur va recommencer à grandir s'il est en bonne santé. Bien évidemment, on choisit un donneur qui est en bonne santé et qu'on sait que la procédure ne va pas compliquer ou mettre sa vie en danger. All right, guys. Alors, si on va avec ça maintenant, avec cette deuxième approche, alors il semblerait que monsieur et madame Nahmani, dans le cas de la fécondation in vitro, c'est des partenaires d'affaires pour une naissance. Et donc, ils ont leur mot à dire. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont fait, ça n'a pas été fait de manière destructrice, ça a été fait au contraire pour la mitzvah de Péri à Veribia. By the way, je ne suis pas rentré dans ces détails, mais il y a je vous parle de ça, il y a peut-être 25 ans, je me rappelle, et un docteur très, 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 vraiment un homme vraiment spécial. Pas très orthodoxe, très traditionnel, il s'appelait docteur Hanan Holzer. Il est venu à Montréal et il a été envoyé, bon, la communauté l'a fait venir pour faire un training dans l'hôpital Saint Mary's pour justement euh, euh, créer toute une structure pour accommoder les communautés juives par rapport à tout ce qui est traitement de fertilité. Et les halakhot sont assez compliqués. Il faut qu'il y ait un mashgiach pour s'assurer qu'on ne mélange rien. Il y a déjà eu des scandales qui sont arrivés. Le dernier en date en Eretz Israël, où la semence de Monsieur X a été donnée avec la mauvaise femme. Je n'ai pas besoin de vous dire le tracas halachique et la catastrophe que ça peut créer au niveau des familles. Mais donc c'est assez strict. Il faut un mashgiach, il faut quelqu'un qui sache ce qu'il fasse, il faut qu'il y ait un rave qui supervise tout le procédé. Et donc ce docteur est venu. Il a fait toute une formation. Il est resté ici quelques années et il s'est occupé justement de faire tout ça. Donc il y a tout un aspect aussi administratif sur le terrain, en termes halachiques aussi, comment gérer ce genre de choses. C'est des congélateurs particuliers, c'est un laboratoire particulier. On ne veut pas non plus qu'il y ait de mélange. Il y a toujours un juif qui sait ce qu'il fait, qui est en train de superviser pour ne pas qu'il y ait des accidents, Chas v'shalom. Et donc c'est assez strict. Alors, bottom line, avec ces deux approches, je vais vous montrer une conclusion assez brève par rapport à ça. Alors regardez ça ici. On va aller dans la page d'après. Hanafka mina me hagdarazo il y a inyan etzem haeter litrom evarim. L'une des grandes différences que tu vas voir, c'est carrément le don d'organes. Pour la première opinion, c'est complètement interdit, mais d'après la deuxième opinion, ça devient
ça devient permis. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ce n'est pas fait d'une manière qui est purement, euh, comment dirais-je, destructrice. Alors maintenant, ça va, guys? Tout le monde est avec moi, je parle tout seul. Est-ce que vous me suivez? S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Est-ce que tout va bien? Oui, All right. Alors, on va prendre une petite tangente maintenant. Je ne vais pas vous lire le texte. Vous allez devoir me croire sur parole. Je vous montrerai quelques extraits pour essayer de gagner du temps. Parce qu'on est plus ou moins à 50% des références qu'on doit visiter ce soir, qu'on doit aller explorer. Il y a eu un cas qui est arrivé en Angleterre avec un monsieur qui s'appelait Monsieur Solomon. C'est un cas de business, ok? C'était une grosse compagnie de taxi. Et euh, quand le gars a créé cette compagnie, il a créé un statut légal assez intéressant qui ne s'était pas fait à cette époque-là. C'est la première fois qu'il y avait un cas comme ça, où carrément tous les prêts bancaires et toutes les choses qui étaient en rapport avec la compagnie étaient faits et étaient prises en gage et en garantie avec le fonds et avec la structure financière de la compagnie. Donc, quand la compagnie, par exemple, s'est retrouvée en difficulté, les créanciers sont venus et ont frappé à la porte de Monsieur Salomon et il leur a dit, je m'excuse, je ne suis pas responsable en tant que propriétaire de la société. La société a un statut en tant que tel. C'est elle qui gère tous les prêts qu'on a fait et tout l'argent qui est dû. C'est du fonds de la société. Je suis aucunement responsable de manière privée par rapport à des prêts que la compagnie elle a pris. Et il y a eu tout un dioun, c'est-à-dire que ça a fini en cours et la cour a donné raison à Monsieur Salomon, étant donné que l'argent était là et que la structure financière de la compagnie était stable. Les prêts ont été faits sans un... C'est intéressant. Les prêts ont été faits au nom de la compagnie, mais sans qu'un être humain ni administrateur prenne une garantie personnelle sur ça. Donc la halakha, oh, tu veux dire la halakha, la loi dans ce cas-là, c'est que on va aller revendre la compagnie, on va aller saisir ce qu'on peut saisir, ou si de l'argent est disponible, on retirera l'argent du fonds et du compte de la compagnie, mais Monsieur Salomon, en tant qu'administrateur ou même en tant que propriétaire, n'est aucunement personnellement responsable, à un point où on va aller chercher ses propres biens à lui pour aller payer les créanciers quand il y a eu un problème financier avec la compagnie. Alors ça devient très intéressant. Pourquoi je vous parle de ça, Rabotaï? Parce qu'encore une fois, vous voyez vers quoi on s'en va. Si on assume qu'une association et qu'une entreprise peut avoir un statut pareil, à un point où les personnes impliquées, soit propriétaires, administrateurs, ne peuvent jamais être tenues personnellement responsables pour les activités économiques et les gaffes financières d'une compagnie, mais qu'en fait, les avoirs de la compagnie eux-mêmes représentent une forme de garantie, alors là, ça crée un statut intéressant par rapport au couple Nahmani. C'est comme si l'embryo qui a été fécondé, il est quelque part comme une entité en tant que telle, ou c'est juste que il y a deux associés, mais c'est possible que le statut de l'embryo soit vraiment comme le statut d'une compagnie, dans le sens où c'est externe aux personnes. C'est vrai que ça émane de leur corps, c'est vrai que c'est un don qu'ils ont fait, mais en fin de compte, étant donné qu'on les perçoit comme des associés et qu'ils ont un droit là-dessus, alors ça devient intéressant. Est-ce qu'on peut considérer l'embryon qui a été fécondé en laboratoire comme pratiquement une entité particulière, à un point où il n'y aurait pas de responsabilité du donneur mâle et du donneur femelle, au même titre que ce monsieur Salomon par rapport à sa compagnie. Donc, on va pas statuer là-dessus, évidemment, parce que c'est une là qui est très complexe, mais déjà, c'est intéressant d'entrevoir une possibilité de donner un statut pareil à ce fameux embryon qui a été fécondé en laboratoire. C'est intéressant comme idée. Alors maintenant, on va faire juste une petite conclusion récapitulative et ensuite on va vraiment parler d'un point très technique, assumant que le corps d'une personne, soit il n'y a aucun droit de propriété, ou bien il y a un droit de propriété partiel parce qu'il y a une association avec HM. On va essayer de s'interroger sur le statut, par exemple, de certains organes et de certaines substances qui peuvent être extraites du corps. La là va être très simple. Est-ce que ce qui est rattaché au corps est comme le corps? Pas que oui, mais quand il est détaché au corps, est-ce qu'il représente une entité
qui est complètement séparé, vu qu'il est détaché du corps, ou bien au contraire, on l'a détaché, c'est juste une réalité physique, mais étant donné qu'il émane du corps, la même, le même statut juridique et halachique du corps va être appliqué à cet organe qui se retrouve en dehors du corps. Alors vous allez voir, c'est très intéressant. On va parler des cheveux, on va parler de la semence, on va parler des dons sanguins. Ça, c'est assez vaste. Et il y a un Rambam très fameux avec une preuve vraiment brillante qui ramène que les poskim vont utiliser par rapport à notre sujet. Alors, je reviens pour vous faire une petite conclusion rapide. Alors, regardez ici. Alors, les sikoum. En conclusion, Nehlepo poskim. Il y a donc une grande mahloket à poskim, des décisionnaires et des autorités halachiques. Mihu habe'alim shel shel adam. C'est qui le vrai et véritable propriétaire du corps d'un homme? Alors, première opinion qu'on a vue au début, Adam eno be'alim al gufo. Ça, c'est le Rav Zavin, basé sur le Shulchan Aruch Harav. Deuxième opinion, le Rav Israéli, le Akadosh Baruch Hu ve'la Adam ba'alut meshutefet ala guf. Il y a une association sur le corps. Troisième opinion, celle-là je ne vous ai pas montré à l'intérieur, c'est un Rav qui s'appelle le Rav Epstein, Epstein, comme vous voyez ici. Hakadosh Baruch Hu be'alim ala nefesh, ve'adam be'alim ala guf. Donc, la batterie du corps, la vitalité du corps qui est la neshama, ça appartient à Hachem, mais l'enveloppe corporelle physique, elle appartient à l'homme. Et donc, si on va avec ça, ça nous donne un petit peu trois différentes approches. Vous comprenez bien évidemment que les deux dernières approches qu'on a vues du Rav Israéli, du Rav Epstein, sont beaucoup plus lenientes par rapport à une forme de leverage, une forme de juridiction qu'on aurait sur le corps, alors que la première, elle est complètement catégorique. Et il semblerait aussi, regardez cette phrase, Geder Ba'alut Adam al Gufo, l'approche et le statut de propriété qu'un homme a envers son corps, Kegeder al-Barlut al-Hevra. C'est comme le droit de propriété sur une compagnie. OK? Comme on a expliqué un peu avec l'histoire de ce monsieur Salomon et de sa fameuse compagnie de taxi. Alors, ceci étant dit, messieurs, donc, étant donné que c'est une mahlokat poskim, vous comprenez pourquoi dans les bâtés d'inim, on va se retrouver avec des situations où il y en a qui vont tenir comme ça, il y en a qui vont tenir comme ça. Et on va voir que le dioun, il va devenir un petit peu plus complexe parce que ça, encore une fois, c'est it's a three-way mahloket. C'est un argument qui va sur trois volets. Alors regardez qu'est-ce qui est marqué ici. Ça devient intéressant. Regardez ça. Descends un peu plus bas. Alors, regardez ça. Gama Isha, même une femme, eh bien évidemment, Ba'alat Abetsim Hashiva Be'alim, celle qui a donné ses propres œufs pour les faire féconder, elle a un droit de propriété sur les œufs qui ont été détachés de son corps et qui ont été donc fécondés en laboratoire. L'orak Ba'ala, pas seulement son mari. Et ça suit les deux dernières approches du Rav Epstein et du Rav Israéli. Des en mistab berklal, parce que ça fait pas de sens bichlal, lomar she'im vedet lo liotzi megufa betzim leapiria. C'est pas une svara qui est acceptable, c'est pas un raisonnement acceptable de dire que, étant donné qu'elle a des droits et qu'elle a des obligations envers son mari, qu'elle est obligée d'extraire des œufs pour lui permettre de faire la mitzvah de Péria Veribia. Ça, c'est un raisonnement qui tient pas la route. Et là, davar naaseh be'askamat shenem, c'est quelque chose qui se fait avec le consentement des deux, bien évidemment. Ou mimela, donc dans ce cas-là, shenehem hashive shutfim meleim, donc tous les deux, ils ont un droit de propriété et d'utilisation fondamental à la betim amoufrit sur les œufs qui ont été fécondés. Et sarir litol mishenehem reshut. Donc tu devras prendre une permission des deux pour pouvoir faire quoi que ce soit, de disposer avec ces œufs fécondés ou pas. Alors, ça revient à quoi? D'après ces deux approches, encore une fois, on l'a déjà dit, mais je le répète encore une fois,
Même si on dit que l'homme n'a pas une juridiction, un droit de propriété sur son corps, Ne'emara kesherotse lishtamesh bo lematarat ashrata. C'est seulement quand l'être humain veut utiliser ça de manière destructrice. Mais si Béhémet, il veut utiliser ça de manière constructive pour sauver une vie ou se sauver à lui-même, donc les chaora, ça devrait être permis et ça ne devrait pas être un problème. Alors, là, je vais vous montrer un Rambam très intéressant. Alors, je vous explique de quoi on parle. C'est un sujet qui n'a rien, mais rien à voir avec notre nocé. On est en train de parler d'un cadavre, un gars qui est mort, et on veut savoir c'est quoi le statut de certaines parties du corps. On sait qu'on ne peut pas disposer, qu'on n'a pas le droit de tirer profit du corps d'un mort. Est-ce que par exemple des choses comme son sang, ou même ses cheveux, est-ce que Béhémet, ils ont un statut différent, ou bien c'est un Issour Béhana'a d'entrée de jeu? Alors regardez ça, ça vient d'un rave qui s'appelle le rave Ariel. Ah, je m'excuse, Rabotai, j'ai oublié quelque chose d'important. Il y a un rave qui s'appelle le rave Dikovski, ok? Et il a reçu une she'ela d'un rave qui s'appelle Rabbi Tzvi. Et il lui a demandé, encore une fois, c'était la même she'ela par rapport donc à la ba'alout du corps. Alors lui, il vient avec une différence qui est vraiment très originale. Lui, il explique, écoute, Mitzad, du point de vue Issur Veter, permission et non-permission, on comprend que le corps ne peut pas appartenir à une personne. Mais quand on rentre dans les lois qui sont d'ordre monétaire attachées au corps, alors là, ça devient différent. Et lui, il dit que, certes, d'après les lois de Issur et Ether, peut-être que tu n'as pas une juridiction totale. À la limite, tu es associé sur le corps et tu peux pas faire n'importe quoi avec. Mais quand ça en vient à Hoshen Mishpat, qui sont les lois du business et les lois de la conduite des affaires et de tout ce qui est monétaire, c'est possible que tu aies un droit sur ton corps à connotation monétaire. Ça voudrait dire quoi? Regardez, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un, il a besoin d'un groupe sanguin au plus, ou au moins, ok? Il n'arrive pas à trouver, il est prêt à payer. Toi, tu es en santé, on a environ 5,5 litres de sang dans le corps, tu peux lui donner un bon litre. Est-ce que tu peux te faire payer pour ça? Là, la c'est que oui. Donc même si tu peux pas disposer de ton corps comme tu veux, mais donner une partie de ton corps qui s'auto-régénère et qui peut se recréer d'elle-même à travers la nourriture, ou des fois même à travers une transfusion sanguine toute simple pour remplacer le litre qui a été donné. Donc, tu as le droit de vendre certaines parties de ton corps qui sont régénérables. Alors, il y a un cas, par exemple, la femme de Rabbi Akiva, Rachel la Tzadeket. C'est marqué dans la Gemara qu'elle a été vendre ses cheveux, une partie de ses cheveux, pour en faire des perruques, pour permettre de subventionner Rabbi Akiva pour qu'il aille à la yeshiva. Alors, ce qui se rattache à ton corps, si ton corps ne t'appartient pas, comment tu peux faire une chose pareille? Et la maille que certaines choses qui se régénèrent et qui sont un petit peu en surface dans le corps, mais certes rattachées au corps, il semblerait qu'ils aient un statut un petit peu différent. Alors, regardez dans les mots, je vais vous montrer ça, c'est très intéressant. Alors, regardez ici. Alors, lui, il dit, regardez ça. Amahloket ayedoua legable ba'alot ha'adam al gufo. Cet grand argument qui existe, est-ce que l'homme, il a juridiction sur son corps ou pas? Alors, seket bedini issour ve'eter, c'est seulement dans les cas de issour ve'eter. Est-ce que l'homme, il a le droit de s'endommager ou de donner une certaine partie de son corps, oui ou non? Ve'lo bebarut midine hoshem mishpat, mais pas par rapport à un droit monétaire ou de conversion monétaire qu'il aurait sur son corps. Keshem shebarur la halutim, chez Adam, chez Yesh lo para o ez. Donc, clairement, un homme qui a des animaux en sa possession, eh ben, le lait des animaux, la laine qui vient des moutons, shayachim lo, l'amrot chez Parchoum et la BMA, bien qu'elle se soit détachée du corps de la personne. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit. Kach yesh li adam ba'alut shel hoshen mishpat ala yotse migufo. Alors un homme aussi, il a un droit de propriété totale sur des choses qui sortent de son corps, qui émanent de son corps. Et si en plus il se régénère,
Alors les dommages ne sont pas tellement graves, mais il a un droit de vente carrément sur ça. Alors regardez les preuves qu'il donne ici. Hein? Donc, oui, Question, les gens qui font des tests, c'est pour les nouveaux médicaments et tout ça. oui. Ils rentrent dans quel statut? Alors là, regarde, tout va dépendre du calcul de risque et tout va dépendre de la nature du traitement ou du médicament qui est en train d'être testé. Si c'est quelque chose, par exemple, où on veut juste vérifier à quel point ça va endolorir et ça va enlever une douleur ou ça va et que les risques sont très minimes, on est juste en train de tester la réaction du corps quand on sait que le médicament est inoffensif et que tu te fais payer pour ça, donc c'est pas un problème. Maintenant, quand tu rentres avec des situations où tu vas commencer à prendre des risques qui sont certains, parce que tu sais pas quelle bêtise on te fait rentrer dans le corps, et c'est un traitement radioactif ou je sais pas trop quoi, alors là, tu n'es pas différent d'un gars qui est en train de grimper le mont Everest ou qui est en train de faire du skydiving, qui est formellement interdit dans la halakha, parce que il n'y a pas un truc plus dangereux que ça. Combien de fois vous voyez pratiquement tous les 2 mois dans les skydiving? Vous savez, c'est quoi le skydiving? C'est ceux qui sautent sans rien, ils ont juste un parachute, ils sautent avec une espèce de combinaison avec comme des ailes et ils glident Mhm. sur l'air. Mais c'est super dangereux. J'ai vu une fois une vidéo d'un gars qui a fait ça avec une caméra sur la tête. Mais c'est des fous. C'est mamage comme du suicide pratiquement. Alors, Oh, hiking à main nue sur une montagne raide, sauter comme ça, se faire administrer un traitement expérimental dont on n'ait aucune incidence sur le cardiovasculaire ou quoi que ce soit, chaque cas est particulier, mais quand il y a un risque certain, c'est interdit ça. C'est interdit. Parce que ok, c'est comme ça que tu t'endommages. ok. Il y a des cas, par exemple, où on va permettre ça. Je me rappelle, Zichronon Livracha, un ami à moi, le malheureux, il est niftar, il avait une tumeur. Et le gars, à la fin, aucun, aucun traitement traditionnel, aucun docteur voulait le traiter parce que la maladie était déjà bien développée. Alors la seule chose qu'il a pu faire à un moment donné, c'est qu'il s'est fait admis dans un hôpital pour un traitement expérimental sur les tumeurs. Et il a essayé de voir qu'est-ce que ça allait donner. Et malheureusement, ça n'a rien changé. Mais encore une fois, dans des cas pareils où, par exemple, tu n'as rien à perdre, et tu es déjà pratiquement condamné par la science, bien qu'un homme, il devrait jamais perdre espoir et toujours se remettre entre les mains d'Hachem. Ben, dans des cas pareils où, par exemple, les risques ne sont pas tellement élevés et que le gars, anyways, la médecine l'a condamné pratiquement, ça devient une chaîne, là, est-ce que c'est permis ou pas? Et chaque cas peut être traité différemment. Mais sinon, en cas standard, si c'est des trucs simples, tu veux tester le nouveau Advil, le nouveau Tylenol ou un nouveau, je sais pas trop quoi, ben, fine. Mais tu peux pas commencer à faire des choses où carrément tu as des substances dont on connaît aucune incidence et aucune retombée sur le corps, tu peux pas commencer à t'amuser avec ta vie comme ça. Alors d'après ça, regardez pourquoi on parle de ça, la semence et les œufs d'une femme, l'échat oral devrait avoir le même statut que le sang, ou bien les cheveux d'un homme ou d'une femme. Et au même titre que tu peux vendre une transfusion sanguine, au même titre que tu peux voir comme la femme de Rabbi Akiva qui a vendu ses cheveux pour, regardez, c'est marqué ici, Rachel Eshed Rabbi Akiva, Machra et Mahlefot Rocha, Kede Sheba'ala Yochal Lilmod Torah. Mais si ton corps n'est pas à toi, et tu peux pas disposer de tout ce qui est attaché à ton corps, comment est-ce qu'elle a pu faire un truc pareil? Et la maille, que certains items du corps sont un petit peu différents. Et que donc dans ce cas-là, on aurait une forme de juridiction par rapport à ça. Donc d'après ça, la semence de l'être humain, même si on dit que le corps ne lui appartient pas, la semence, il pourrait avoir peut-être un droit de propriété à 100% qui reviendrait au mâle. Et bien évidemment, au niveau des œufs de la femelle, ça serait la même chose. Intéressant. Alors, on va conclure avec une autre. Alors, Oui, alors ouais, peut-être vous connaissez il y a un Russe, un Russian guy, qui a oui, donné la sémence, puis je pense qu'il va avoir 100 enfants, 100 kids. ok. Il Alors, il n'y a pas de problème pour lui n'y a pas de problème pour lui de faire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? de donner son sémence pour avoir 100 enfants avec des différents enfants.
C'est ça qu'il Ok, ça, fait. ça c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Il y a même un cas au Québec juridique. Il y a deux hommes qui sont officiellement pères d'une histoire comme 2000 et quelques enfants. Parce que constamment, ils ont donné des dons de sperme dans des laboratoires pour des femmes qui voulaient se faire inséminer. Chez les goïms, ils s'en foutent de qui ça vient. Et des fois, c'est même carrément c'est des femmes qui sont lesbiennes, qui veulent pas avoir des rapports avec un être humain, avec un mâle, mais qui veulent porter un enfant, qui se font inséminer juste comme ça. Ça peut arriver. Alors, si c'est le cas, hein, là, dans l'halakha, c'est pas permis, ça. La seule manière qu'on te permet de faire ça, c'est quand le couple, il est kadin va halakha. Ou si ce gars, il veut Ouais. donner une semence. Actually, c'est une grande mahloquette entre le Rav Teitelbaum, l'ancien Rav de Satmar, et le Rav Moshe Feinstein alav Shalom. Alors, le Rav, regardez, ça devient très intéressant comme j'ai là. Je m'excuse, j'ai pas pensé à. Je viens de catcher ce que tu demandes. Le Rav Teitelbaum, il dit que si une femme, elle prend la semence d'un autre gars, juif, pas juif, c'est pas important, et qu'elle est fécondée, alors qu'elle est mariée, mais que Béhémet, son mari, pour une raison ou pour une autre, il peut rien faire, il est impuissant, on va dire, et c'est la seule manière qu'elle ait des enfants. Le Rav Teitelbaum, il dit l'enfant, c'est un mamzer. Parce que c'est comme si elle a eu une relation sexuelle avec un homme qui n'est pas son mari, et qu'elle a un enfant de ça, ça ne serait pas permis. Le Rav Moshe Feinstein, alav shalom, il vient avec un haïdouche incroyable. Il dit, je m'excuse, ce que la Torah interdit, c'est la bia physique, donc l'acte sexuel physique avec un homme qui n'est pas son mari. C'est ça que la Torah l'interdit. C'est le plaisir malsain d'aller avec un autre homme. Et dans un cas où, Hazvé Shalom, il y a un enfant qui naît de cette union, là, tu as un statut d'enfant mamzer. Mais quand tu fais une insémination, il n'y a aucun plaisir whatsoever. C'est actuellement, c'est vraiment, c'est très, très, très complexe et c'est très douloureux. Et les femmes, trust me, elles sont pas en train de enjoy quoi que ce soit quand tu as une insémination. C'est très technique, c'est très, tu sens vraiment que des gens manipulent ton corps, c'est vraiment pas agréable. Alors le Rav Feinstein, il dit, ça c'est pas interdit. L'enfant n'est pas mamzer. Pourquoi? Parce que c'est pas une bia qui a eu lieu, c'est une insémination. Il n'y a même pas de notion de plaisir, ni de hana, ni rien. Et Rabbi Moshe Feinstein, il dit, l'enfant n'est pas mamzer. Une grande là, ça. C'est une grosse, grosse, grosse question. Et bien évidemment, chaque cas est différent. Et si je me rappelle bien, il disait que c'est probable même de prendre la semence d'un homme qui n'est pas juif plutôt que de prendre celle d'un juif pour éviter le problème de mamzerout. Figurez-vous. Mais je ne me rappelle pas comment est-ce qu'il statue. J'ai vu cette là il y a très longtemps. Je ne me rappelle pas exactement comment est-ce qu'il se statue. Est-ce que la halakha est comme le Rav Tandelbaum ou bien le Rav Feinstein? Je ne pourrais pas vous dire, mais c'est très probable que dans le monde ashkénaze et probablement aussi le monde séfarade, la halakha est très souvent comme comme le Rav Moshe Feinstein. Il était très très fort dans les shailot de technologie. D'ailleurs, il avait une équipe de docteurs, de gynécologues, de neurologues et même d'ingénieurs qu'il appelait quand il avait des shailot qui étaient très techniques. Il posait toutes les questions qu'il avait besoin pour pouvoir répondre à la shaila. Et il avait de l'information first-hand qui venait du terrain de personnes qui étaient vraiment compétentes. Alors, allons voir maintenant une autre preuve très intéressante. Regardez ça. Le Rambam, il dit, dans Hilchot Avelut, donc c'est Chelek Gimel, Siman Nun Gimel, il écrit là-bas, Hamet Asur Behanaa Kulo. Un, un cadavre d'une personne qui est décédée, interdiction de tirer bénéfice whatsoever du corps. Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Chutz misearo, à part les cheveux d'un homme qui est mort. Chez Umutar Behanaa, qui est permis. Pourquoi? Mi pene chez Eno Gufo, parce que c'est pas son corps. Alors, d'après ce qu'il écrit le Rambam, chez Shi'er Eno Nershav Halek Meguf Adam, il explique que les cheveux ne sont pas une partie du corps de l'homme et n'appartiennent pas au corps, donc ne sont pas, elles sont juste rattachées au corps à travers des racines, mais c'est pas Halek Me'aguf. Yesh limot shiwadin le kolma shiotse meguf Adam, she'eno nershav kegufo. Ah ben dans ce cas-là, tout ce qui émane du corps d'un être humain, le sang, les cheveux, la semence, les œufs d'une femme, c'est pas nershav kegufo dans ce cas-là, basé sur ce Rambam. Et donc, d'après ça,
Zera et Betim, il y a une baloute à 100% du corps de l'être humain là-dessus. Bien que, je vous dis tout de suite, Rabotai, d'ailleurs c'est marqué dans le prochain paragraphe, le Shulchan Aruch, c'est très rare, n'est pas possède comme le Rambam sur ça. Le Shulchan Aruch, dans la... Alors, je vais vous dire où c'est dans Yoredea, euh, page 38. Non, page 38, je dis n'importe quoi. C'est dans Yoredea, Siman Shin, même tête. OK? Donc, dans le Siman 249, la Halachabet, le Shulchan Aruch, il explique que chez Aramet, Asur Be'ana, c'est interdit aussi pour un mort. On n'a pas le droit de profiter comme il s'appelle, des cheveux d'un mort. Et il va même plus. Il dit même si le gars, il avait un toupet. Donc, une petite perruque, là, pour couvrir un bald spot, par exemple. Si c'est le noy du mort et que il veut être enterré avec comme ça, on peut pas lui retirer sa perruque et on peut pas en profiter. Donc, c'est intéressant. Donc les physées, d'après ce qu'il décrit sur Rambam ici, eh ben, il semblerait donc que ce qui émane du corps d'un homme n'est pas exactement comme son corps et que même d'après les chitotes qu'on a vues au début du shiur, qui disaient que l'homme n'a aucun droit de propriété whatsoever sur son corps, les aura des choses qui sont extérieures au corps, c'est pas un problème, et qu'il aurait une baloute à 100%. Alors je vais vous montrer une dernière preuve, elle est très intéressante celle-là. C'est une preuve qui vient de Rabbeinu Tam. Alors, je ne vais pas vous la lire entièrement parce que on est sur du overtime, mais c'est un cas très intéressant. Alors, vous savez qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle un système contraceptif, ce qu'on appelait le MOR. C'est comme ça qu'on l'appelait. Une forme de tampon que les femmes pouvaient rentrer vraiment en profondeur dans les cavités vaginales et qu'elles pouvaient donc compromettre la qualité du zéra, donc de la semence qui se retrouve à l'intérieur, et éviter de tomber enceinte. Alors, la Gemara, elle dit, Yebamot daf yud bet amud bet. Shalosh nashim meshamemot bemoch. Il y a trois femmes qui ont le droit d'utiliser donc ce moyen, on va l'appeler le tampon contraceptif, qui s'appelle le mort. Ketana, une petite fille qui a une relation, parce que si jamais elle tombe enceinte, elle risque sa vie. Elle est trop jeune pour être le réceptacle d'un enfant. Mais au Beret, une femme qui est enceinte, elle veut pas retomber enceinte. Elle veut pas qu'il y ait des complications avec la semence qui se retrouve dans les cavités de son corps. Elle aurait le droit. Et la dernière, c'est quoi? Ménica, une femme qui est en train d'allaiter. Alors, vous savez qu'une femme n'a pas de mitzvah d'avoir des enfants. La mitzvah, elle est sur l'homme. OK? Intéressant. C'est la femme qui porte, mais c'est l'homme qui a la mitzvah. Ne répétez pas ça aux femmes, ça les rend folles. Mais c'est pas grave. L'idée, c'est quoi? D'après ce qu'on voit ici, c'est seulement ces trois catégories qui ont le droit de faire une chose pareille. Mais sinon, c'est pas possible. Alors, Rabbeinu Tam, il dit attention, tout ça, c'est après qu'il y ait eu une relation sexuelle normale et que la semence s'est logée déjà dans les cavités vaginales, qu'elle a le droit d'utiliser le tampon pour aller essayer de soutirer quelque chose. Mais si elle met le tampon avant la relation, elle n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que si elle fait ça, regardez le langage de Rabbeinu Tam, il est très très fort. Areo kematil zerar ala etzim ve ala avanim. C'est comme si quelqu'un il jette de la semence sur une planche de bois ou bien sur des pierres. Parce que c'est impossible d'aller. Aval, im notenet mora har tashmish, mais si elle fait ça après le tashmish, en nir ele sort, c'est pas interdit. Alors regardez la preuve de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam va dire, attends une seconde. Mais qui lui a donné le droit de faire ça si Béhémet, le Zéra, appartient à l'homme? Comment est-ce qu'elle peut disposer de la semence de l'homme comme ça? Elle n'aurait pas le droit. Et la maille que le Zéra d'un homme qui est en dehors de son corps n'est pas comme son corps, et que donc, même si on dit qu'il a une barloute à 100%, ça serait vraiment étrange que la femme elle puisse faire un truc pareil. Alors regardez ça ici. Imazera shayach la Baal. Si vraiment ça appartient à l'homme.
Mihitir laïcha l'ixol et rechocho, qui lui a permis d'aller voler une descendance possible et de la détruire comme ça en mettant ce fameux tampon? Alors, le Hatam Sofer y répond, on va conclure avec ça. C'est permis de faire ça avec la permission du Baal, du mari. Parce qu'encore une fois, on va avec la Shita que le corps, certes, ne peut pas t'appartenir, même d'après les opinions comme le Rav Zavin, la plus stricte qui existe, mais quand même, ce qui émane de ton corps, sang, cheveux, semences, les Chaora, tu aurais un droit de juridiction qui serait plus fin, avec plus de jeu que le corps lui-même. Donc, dans ce cas-là, si la femme, elle a le droit de faire ça parce qu'elle, elle n'est pas metsouvette sur détruire de la semence. C'est un issour qu'on ne retrouve juste chez l'homme qui a la mitzvah de Péria Veribia. Quand même, comme elle n'a pas la mitzvah de Péria Veribia, elle est pas assujettie à cette interdiction. Alors, il faut qu'elle fasse ça avec la permission de son mari. C'est comme ça que le Hatam Sofer y conclut. Donc, en bottom line, Rabotai, il semblerait qu'on a affaire à une situation qui est très complexe pour répondre à la question de ce fameux couple Nahmani. À la fin du compte, qu'est-ce qu'on voit? On a vu toutes les approches et on voit que même avec les approches les plus strictes qui disent que le corps n'appartient pas à la personne, on voit quand même que ce qui émane du corps a un statut différent. Et donc dans ce cas-là, étant donné que la femme elle a un droit de propriété sur les œufs et que l'homme a un droit de propriété sur sa semence et qu'elle est encore en bonne santé conservée dans un laboratoire, il n'y a personne qui peut disposer, ni la femme ni l'homme, sans le consentement des deux parties. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, la femme a perdu le cas. Elle a demandé à ce qu'on lui replace cette insémination, pas par insémination, cet œuf qui était fécondé, et la Cour a statué 4 votes contre un par rapport à la Cour suprême, que si le mari y s'oppose, elle ne peut pas faire ça, basé sur le principe qu'il a un droit de propriété sur sa semence. Voilà, mes chers amis, je m'excuse, je vous ai retenu plus longtemps. J'ai eu un petit contretemps. C'est un cours qu'il faut vraiment remâcher. On a fait ça un petit peu comme des voleurs, comme d'habitude, parce qu'on fait ça en 1 heure. Mais quand même, je pense qu'on a un overview assez intéressant sur ce genre de Sheelot. C'est quand même assez. Ça nous permet quand même de survoler et de scratch la surface un petit peu du concept. Voilà, mes chers amis, passez une excellente soirée et on se voit demain si Dieu veut. Merci beaucoup, Robert. Avec plaisir, à bientôt.